On pourrait croire que tous ces Italiens se retrouvent pour un mariage. Et Francesco le premier. Il a mis son plus beau costume et il sourit à pleines dents. Mais en fait, Francesco vient célébrer, si on peut dire, les 35 ans d'une catastrophe baptisée Massacre d'Ustica. Une chaleur étouffante et des souvenirs, 81 morts dans le crash d'un avion de ligne près de l'île d'Ustica, au nord de la Sicile, en 1980. Ustica, jamais entendu parler en France. Mais en Italie, c'est un drame national. Et Francesco ne sourit plus. Pour tous ceux qui n'ont pas connu la tragédie de la perte, les plus jeunes, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Chaque année, la même émotion. 35 ans après, le deuil n'est toujours pas fait. Francesco et les autres familles ne sont pas en paix avec leurs morts. Cela me fait penser au boxeur qui prend des coups, prend des coups, prend des coups. Nous aussi, nous prenons des coups et des gifles, mais nous sommes toujours debout. On continuera à avancer, on ne s'arrêtera pas. Ces familles italiennes, frappées de plein fouet à la veille de l'été 1980, continuent de se battre pour connaître une vérité occultée. Car Ustica reste l'une des dernières tragédies aériennes non élucidées. 27 juin 1980. Quelque part en Méditerranée, un avion de ligne italien disparaît des radars. Ce petit DC-9 d'Itavia qui assurait la liaison Bologne-Palerme avec 81 personnes à bord, dont 15 enfants. Forse è esploso in volo, ma non si sa per quali cause, il DC-9 dell'Italia. Proseguono le ricerche tra le isole di Ponza e Ustica. En enquêtant, nous avons découvert une vérité dérangeante. Le petit DC-9 se serait retrouvé au milieu d'un combat aérien. Deux avions militaires, parce qu'ils vont vite. Ils vont très vite. La plus grande probabilité. C'est celle d'un missile. Okay. Un missile, mais qui l'aurait tiré? Pratiquement pas d'indice, à part une accusation à peine croyable, lancée en 2007 par l'ancien président de la République italienne en personne. C'était les Français qui ont fait décoller un chasseur du porte-avions Clemenceau. Un chasseur qui avait lancé un missile. Et pourtant, l'État français, en 35 ans, ne s'est jamais exprimé sur Ustica. Sur la France, on n'a jamais fait d'enquête sérieuse. Peut-être que l'enquête la plus précise, c'est celle que vous êtes en train de faire. Alors l'armée de l'air française aurait-elle commis une terrible bavure dans le ciel italien en juin 1980? Enquête. Pour démarrer notre investigation, direction les archives d'État italiennes à Rome. Depuis 2 ans, tout ce qui concerne Ustica a été ouvert au public. C'est là que nous retrouvons Francesco. Ces journées, il les passe ici en quête d'un détail qui pourrait expliquer le drame. En 1980, Francesco, ici à gauche sur la photo, avait 12 ans. C'est lui qui devait monter dans l'avion avec sa grande sœur. Mais son petit frère de 10 ans, que l'on voit à droite, rêve de prendre l'avion et il insiste pour prendre sa place juste avant l'embarquement. On devait partir, ma sœur et moi, et retourner à Palerme. Mon frère dit « Papa, je voudrais partir en avion ».
Mon père, contrarié, dit « Non, c'est Francesco qui part ». Mais mon petit frère avait un caractère très vif. Il a insisté, insisté, et finalement, il a réussi à convaincre mon père de le laisser partir à ma place. Il était heureux, tellement heureux de pouvoir voler pour la première fois. Et disons que ça fait 35 ans qu'il continue à voler. Il n'a jamais atterri, son rêve est réalisé à jamais. Qui a tué le petit frère et la grande sœur de Francesco? Mystère. Pour honorer leur mort, les familles n'ont que ce mémorial à Bologne. 81 ampoules symbolisant les victimes au-dessus de l'avion recomposé avec les débris retrouvés au début des années 1990 au fond de la Méditerranée. Chaque année, Francesco fait le déplacement et à chaque fois, la même image lui revient. Chaque fois que je viens ici, je me dis que derrière tel ou tel hublot, mon frère regardait la mer, assis à côté de ma sœur. C'est la dernière chose qui me relie à eux. Mais la douleur vient d'abord et avant tout d'un sentiment que toutes les familles partagent. L'impression que les autorités ne leur ont jamais dit la vérité. Ils sont morts dans un acte de guerre dont on ne connaît pas les responsables. Et pour nous, c'est comme si cet avion continuait à voler. Le jour où on aura tous les éléments de la vérité, alors pour nous, cet avion aura enfin atterri et nous pourrons définitivement enterrer nos proches. Cette vérité sur le crash du 27 juin 1980, nous avons tenté de l'établir. Ce soir-là, le DC-9 décolle de Bologne à 20h08. Le temps est clair, le ciel dégagé, ce sont des conditions idéales. Mais à 20h59, de façon inexpliquée, l'avion disparaît brutalement des écrans radars près de l'île d'Ustica. La catastrophe aérienne de la nuit dernière au nord de Palerme demeure inexplicable. Toutes les conditions de vol étaient normales, y compris les liaisons radio, jusqu'au moment de la désintégration de l'appareil à une altitude qui reste à déterminer. Car on va d'interrogation en interrogation. Comment le pilote n'a pas pu en quelques secondes alerter les stations radio? Étrange également que cet avion, révisé il y a tout juste une semaine, se soit subitement désintégré. Pour tenter de comprendre, nous allons commencer par fouiller dans les archives italiennes ouvertes au public depuis peu. Les immenses archives de Rome. Et avec, là, voilà. Tout ça, c'est Ustica, uniquement Ustica, l'aéronautique, et tous les dossiers qui nous occupent. Donc là, on a plusieurs millions de pages de documents qui ont été déclassifiés en 2014. Des millions de documents ouverts au public, mais problème, la plupart sont anodins, de simples éléments de contexte, des rapports techniques, des courriers, des articles de presse. Bizarrement, les documents les plus intéressants sont pas là, de toute façon. Dans cette affaire, une soi-disant piste terroriste a longtemps été véhiculée par la presse. 48 heures après le drame, un grand quotidien italien raconte qu'un interlocuteur anonyme a appelé le journal. Il s'est présenté comme membre d'une organisation néofasciste et a évoqué un attentat. Une bombe aurait explosé dans les toilettes de l'appareil. Elle aurait été transportée par cet homme, un certain Marco Affatigato, activiste néofasciste bien connu des services italiens. Il serait mort dans le crash. Problème ? Si Affatigato existe bien, il n'a jamais pris ce vol, et encore moins transporté une bombe ce jour-là. Si nous pouvons l'affirmer, c'est parce que nous l'avons retrouvé, en pleine forme. D'accord. Monsieur Affatigato, ça, c'est un article qui montre qu'en 1980, vous êtes mort, en fait. Oui. Oui, en fait, je touche au bois. Cet appel anonyme, il faisait signe que moi, j'étais dans l'avion avec de l'explosif, pas pour faire sauter l'avion,
mais c'était un attentat qui aurait dû être commis en Sicile. Et moi, je voyageais dans l'avion avec l'explosif. En découvrant l'article du Corriere della Sera, 48 heures après le crash, Affatigato comprend qu'il s'agit d'une machination. Et quand vous découvrez la presse italienne... J'appelle dans l'immédiat ma famille, c'était la première chose. D'abord italien, j'appelle la maman. Je dis, tranquille maman, je suis vivant. Voilà. Tout de suite après, j'appelle aussi les commissariats de ma ville, parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ça n'allait pas. Comment ça se fait qu'il y avait mon nom sur cette affaire? Je pense que quelqu'un a eu l'idée de m'éliminer en passant par l'avion. Voilà. Marco Affatigato va intenter un procès pour calomnie. Et il découvre que la fausse piste terroriste émane des services secrets italiens, le SISMI, dirigé à l'époque par cet homme, le général Santo Vito. Aujourd'hui, il est décédé, mais son adjoint, Francesco Pazienza, est toujours en vie. Après des dizaines de demandes, nous finissons par le joindre au téléphone et là, surprise, il continue à s'accrocher à l'hypothèse de la bombe tout en changeant de version. Cette fois, ce seraient les Libyens. Détail intéressant, ceux qui lui auraient raconté cela, ce sont les services secrets français. Monsieur Pazienza, pourquoi est-ce que vous pensez que c'était une bombe? La bombe. C'est d'après ce que les Français m'ont dit. Ce sont les Français qui me l'ont dit. Probablement, c'était Kadhafi. Malgré ces invraisemblances, la piste terroriste véhiculée par les services français reste aujourd'hui encore la version officielle. La bombe aurait explosé dans les toilettes de l'avion, mais là encore, l'association des familles de victimes a le sentiment de se faire intoxiquer. Une bombe? Mais où ça? Il disait dans les toilettes. Vous connaissez les avions, nous les connaissons tous. On sait que les toilettes font 1 mètre sur 40 ou 60 cm. Le lavabo a été repêché au fond de la mer, intact. Et la cuvette des toilettes est entière. Elle existe. Elle a été repêchée. Pour en avoir le cœur net, nous allons fouiller dans ce lieu en principe inaccessible, les archives judiciaires italiennes. Toute la mémoire des procès de la péninsule, des millions de documents, de scellés. Ustica, ce sont quelques dizaines de classeurs jaunis. C'est là que nous allons retrouver 2 photos fondamentales. Les lunettes de toilette du DC-9, repêchées au fond de la Méditerranée. Elles sont bien intactes. La preuve qu'aucune bombe n'a explosé dans les WC. Car le DC-9 ne comportait qu'une seule zone de toilette à l'arrière, qui aurait forcément été dévastée par l'explosion. L'hypothèse de la piste terroriste, véhiculée depuis le début par les services secrets, est donc bidon. D'ailleurs, sur la carcasse, la zone des toilettes est la moins touchée. Tandis que l'avant, en revanche, est en 1000 morceaux. La piste terroriste est donc une fausse piste. Mais pourquoi les services français et italiens auraient-ils fabriqué un tel écran de fumée? Peut-être parce que dès le début, une autre piste avait émergé. Une piste très éloignée de l'hypothèse terroriste. Une piste qui met en cause des États. Ce journaliste vit depuis 35 ans avec les fantômes d'Ustica. En 1980, c'était un jeune reporter au Corriere della Sera. Le soir du crash, alors que personne n'est encore au courant, il reçoit un appel qui va le marquer à jamais. Plusieurs mois avant la fin de son... À ce moment, le téléphone a sonné. C'était un contrôleur aérien de l'aéroport militaire de Rome Ciampino qui me disait qu'un crash avait eu lieu.
Je ne savais rien là-dessus et il m'a dit « Mais attention, ne te fais pas avoir, l'avion a été abattu par un missile ». Il a terminé son service à 7 h du matin, puis il est venu chez moi et il m'a raconté que cette nuit-là, ils avaient vu des avions militaires, presque certainement des Américains, et qu'ils sentaient que l'avion avait été abattu par un missile. Par accident, pour une autre raison, il ne savait pas, mais il avait été abattu par un missile. J'ai commencé à travailler sur cette hypothèse et je me suis aperçu dès le début, en parlant avec des pilotes, des copilotes, des professionnels du monde de l'aéronautique, que tout le monde avait la même impression. Et pour certains, c'était plus qu'une impression. Donc on peut dire que ce qui s'est passé était déjà connu par beaucoup de monde dans les heures qui ont suivi l'accident. Si c'est un missile, tous ceux qui étaient derrière un radar ce soir-là ont pu voir ce qui se passait. Le problème, c'est qu'en Italie, dans les années 1980, une vingtaine de témoins potentiels, militaires ou civils, a eu tendance à mourir prématurément. Accidents, crise cardiaque, suicide, des décès suspects d'après la justice italienne. Tous avaient eu affaire à Ustica à un moment ou à un autre. Parmi ces témoins décédés, le sergent Alberto Dettori. Le soir du crash, il était devant son radar. Suite au drame, le sergent serait rentré chez lui à Grosseto en prononçant une phrase cruciale. On a frôlé la guerre mondiale. Murés dans le silence depuis 35 ans, ces enfants acceptent de nous recevoir et même de nous faire entrer chez leur maman. Elle n'a jamais parlé à aucun journaliste. Ce sont les seules photos de lui avec ses collègues. Il n'y en a pas d'autres. Il était fier de son travail? Il l'appelait « ma mère, l'armée de l'air ». Voilà à quel point il y croyait. Il y croyait dur comme fer. Il est entré à l'armée à 18 ans. Il a quitté la maison et il a tout de suite commencé. C'était toute sa vie. Il était tellement doué qu'une fois un de ses supérieurs lui a dit « Dettori, je ne comprends pas. Quand tu es là, au radar, tout fonctionne toujours bien. Il faudrait m'expliquer ça. » Mais en juin 1980, le crash d'Ustica va traumatiser Alberto. Dans les mois qui suivent, il devient dépressif, paranoïaque. Il s'enferme dans le secret. Sa femme aussi est restée secrète pendant 35 ans. Elle n'a jamais parlé parce qu'elle a peur. Viens, maman. Viens t'asseoir avec nous. Après une valse hésitation, elle va nous confirmer que le soir du drame, son mari avait bien parlé de guerre mondiale évitée de justesse. C'est à ma sœur qu'il l'a dit. Mais il ne m'en parlait pas à moi. Il m'a fait comprendre qu'il y avait eu un gros bordel, mais que c'était leurs affaires, à eux. Voilà ce qu'il m'a dit. En 1987, Alberto Dettori a la conviction d'être suivi, espionné en permanence, par des Italiens, mais aussi par des Français. Et un jour, juste avant sa mort, il est même persuadé d'avoir été placé sur écoute. Il voulait qu'elle démonte le téléphone et lui disait « Chut, ne parle pas ». Et elle lui disait « Alberto, écoute, reste tranquille ». Et lui « Non, non, on ne parlera qu'à mon retour ». En rentrant, il a dit « Ah, je suis enfin chez moi ». Il m'a embrassée. Et puis ils ont fait l'amour. Voilà, excusez-moi, mais... Viva l'amour! Il m'a dit « Prépare-toi, Carla, tu es forte ». Je lui ai dit « Je serai forte, mais là, je n'en peux plus ». Pour des raisons d'État, ils ont tué 81 personnes, mais il y a d'autres victimes.
Nous aussi, nous sommes des victimes. Nous, ils nous l'ont massacré. Ils lui ont tout fait à mon père. Les deux enfants vont nous emmener près de la rivière où leur père a été retrouvé pendu le 31 mars 1987, 7 ans après le crash. Dans leur souffrance, ils sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'un vrai suicide, même s'ils n'ont pas de preuves formelles, et pour cause, il n'y a jamais eu d'autopsie. Alberto Dettori a été retrouvé pendu à un arbre, face à cette rivière. Détail symbolique, il portait un sweatshirt de l'armée française, peut-être un message sur la tragédie d'Ustica qui l'obsédait littéralement. À son poste, il était impossible de ne pas voir ce qui se passait. Non, parce qu'il voyait les signaux sur l'écran. C'était un témoin oculaire. Et il y avait les numéros de code des avions, mais il n'en aurait jamais parlé avec nous, jamais. Parce qu'il était traumatisé, il avait peur. Non, il était obsédé. Et cette torture psychologique, elle s'est terminée ici. Oui. Alberto Dettori est mort avec la conviction que le 27 juin 1980, on avait frôlé la Troisième Guerre mondiale. Et pourtant, d'après les autorités italiennes, ce soir-là, il n'y avait pas un seul avion militaire dans le ciel autour du DC-9. Comment expliquer ce paradoxe? En 1990, un nouveau magistrat hérite de l'affaire. Il va passer presque 10 ans de sa vie pour accoucher de ce gigantesque dossier. 5500 pages, 1 mètre de hauteur. Et son enquête marque un tournant, car il réussit enfin à retrouver des données radars cachées jusqu'ici par les autorités. Et là, surprise. Quelle est la vérité aujourd'hui sur ces données radars? Les données radars nous disent que cette nuit-là, contrairement à ce qui nous a été dit pendant des années, on nous a longtemps dit qu'il n'y avait pas d'autres avions près de notre DC-9. Les données ont en fait révélé un ciel plein d'avions, et même des avions engagés dans des exercices. Donc, voilà le premier grand mensonge. Au début, on a cru ce que les services et l'armée de l'air nous disaient. Puis on a étudié les techniques des radars en détail et on a pu voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait un exercice militaire au milieu de la Méditerranée. Et ces vols croisaient la trajectoire de notre avion. On a vu des avions qui ont été décrits comme français, qui volaient parallèlement au DC-9, puis qui le rejoignaient et lui coupaient la route. C'était facile pour eux grâce à la vitesse supérieure des avions militaires. Des avions militaires sur la trajectoire du DC-9. Cette découverte du juge Prioré est recoupée par un rapport confidentiel de l'OTAN que nous nous sommes procurés. Le jour du drame, il y avait bien un exercice militaire secret en Méditerranée. L'OTAN est peu bavarde, mais elle fournit tout de même la liste des avions dans la zone. Il y en avait des dizaines. Certains identifiés, d'autres accompagnés de la mention « inconnu ». Une façon de cacher leur nationalité. Mais le juge Prioré va surtout finir par se procurer de nouvelles données radars qui n'avaient pas été détruites par les services secrets italiens. Celles de la base militaire de Potenza Picena. Ces données vont être confiées à des experts dirigés par 7 hommes. Ils vont pouvoir, à partir de millions de chiffres, reconstituer les dernières minutes du DC-9 sur une carte.
Que sont ces données? Ce sont les listings qui contiennent les informations radar du centre militaire de Potenza Picena. Dans ces 30 colonnes sont reportées toutes les informations qui servent à la défense aérienne et pas à un contrôle de vol. Toutes les informations qui permettent de dire quel est l'avion en vol et quel est son comportement. Un travail de fourmi. Pendant des mois, les experts italiens transforment ces chiffres en cartes. Et lorsqu'elle finit par se dessiner, ils ne sont pas déçus. Sur cette carte est représentée la dernière minute de vol du DC-9. À 20h59, il se trouvait ici. L'accident a lieu ici. On le voit car ici, la trajectoire ne continue plus. Mais il y a ce nuage d'écho radar qui correspond au débris de l'avion. Mais l'avion n'est pas seul. Il n'est pas seul. Comment on peut le voir? Ici, on se rend compte que l'avion, tel qu'il est vu par le radar, fait des écarts. En réalité, il y a un avion qui est en dessous du DC-9, ou alors qui est proche de lui. Et le radar voit parfois le DC-9 et parfois l'autre avion. Et ça donne un signal qui fait des écarts. Le petit écho radar qui zigzague permet de comprendre que sous le DC-9 se trouve au moins un autre appareil, peut-être deux. Appareils non identifiés qui se protègent des radars en se cachant sous le DC-9. Et puis les experts voient apparaître deux autres avions beaucoup plus rapides qui arrivent du nord-ouest. Ce qui est très important, ce sont ces deux points. Ce sont deux points qui représentent une trajectoire. Celle d'avions en vol, deux avions militaires parce qu'ils vont vite, vraiment très vite. Et ils n'ont rien à voir avec le DC-9. Nous pensons que ces deux points signalent des avions qui, d'une façon ou d'une autre, sont la cause de l'accident. Et comme entre eux et le DC-9, il y a une distance de 8 ou 9 km, la seule cause possible de l'accident est un missile. Les deux avions de chasse étaient à bonne distance pour tirer des missiles. Le plus vraisemblable est donc que ce sont deux chasseurs qui ont abattu le DC-9. Aurait-il ensuite engagé un combat aérien avec les appareils cachés en dessous? À ce stade de notre enquête, un nouvel élément vient accréditer cette hypothèse. 3 semaines après le crash, l'armée italienne localise sur la montagne de Silla, en Calabre, l'épave d'un avion de chasse libyen, un MiG. La version officielle paraît dans la presse. Le pilote aurait fait une crise cardiaque pendant un vol de routine et l'avion se serait écrasé par hasard donc 3 semaines après Ustica, le 18 juillet. Officiellement, c'est donc un accident qui n'a rien à voir avec le crash du DC-9. Pourtant, parmi les militaires envoyés pour récupérer la carcasse du MiG, il y a ce sous-officier aujourd'hui à la retraite. Et tout de suite, de nombreux détails le frappent. Ce sont mes mémoires. C'est vraiment important. Vraiment très important. La vérité sur le pilote et sur le MiG, et c'est mathématique, est que le MiG n'est pas tombé le 18 juillet, mais avant cette date. Parce que le 18 juillet, le corps du pilote était putréfié. Et l'odeur qui en émanait était insupportable. L'avion était là. Et moi, j'ai marché jusqu'à la queue de l'avion. Et j'ai vu un trou comme ça, 2 centimètres. Et à côté, peut-être qu'il y en avait d'autres. Je n'ai pas fait attention.
Après, quand mon colonel est arrivé, je l'ai amené à l'hôtel. Et sur le trajet, je lui ai demandé, « Mon colonel, on a tiré sur l'avion? Il a été abattu ?» Il n'a pas répondu à ma question. Il a dit, en baissant la fenêtre de la voiture, « Mais qui sait d'où venait ce putain d'avion ?» Des trous dans la carlingue du MiG libyen. Nous allons vérifier dans les archives judiciaires. Et nous retrouvons des photos jamais publiées de ce fameux MiG. Notre sous-officier n'avait pas menti. On voit clairement des impacts dans la carlingue. Donc, ça ne peut pas être un simple accident. Et le corps du pilote est effectivement putréfié. Il n'est pas mort le 18 juillet, mais sans doute plusieurs jours avant. Un peu plus loin, on apprend qu'il s'agissait du capitaine Ezzedine Rahil, un pilote de l'armée de l'air libyenne. Le film des événements devient plus clair. Les deux mystérieux chasseurs auraient abattu le DC-9, puis ils auraient poursuivi l'un des MiG libyens au-dessus de la Calabre et l'auraient abattu à son tour. Tout est cohérent avec les trajectoires sur les cartes et avec les impacts dans la carlingue du MiG. Pour en avoir le cœur net, en 1995, le juge Prieuré décide de convoquer un militaire qui était en poste le 18 juillet 1980. Un radariste de la base militaire d'Otrante. Si c'est bien ce jour-là que le MiG s'est écrasé, il en a forcément été informé. Manque de chance, quelques jours avant le rendez-vous chez le juge, on apprend que ce radariste aussi est décédé. Les autorités expliquent qu'il se serait pendu à une poignée de porte. Il s'appelait Franco Parisi. Pour la justice italienne, il est alors le 12e témoin important à décéder de façon suspecte en 15 ans. Mais de quelle nationalité étaient les chasseurs qui ont tiré? Dans les années 90, un peu par hasard, les soupçons du juge Prieuré vont se porter sur la France. Car le juge demande les données radars de la base militaire de Solenzara en Corse. Elle est idéalement située, elle a forcément vu passer l'avion. Solenzara est une des plus grosses bases aériennes françaises. Elle peut accueillir jusqu'à 40 avions de chasse. C'est un point stratégique en Méditerranée. Le juge d'instruction a demandé aux Français s'ils avaient vu quelque chose. Il savait que la France avait une base militaire opérationnelle à Solenzara en Corse. Sa question était « Avez-vous enregistré quelque chose avec votre radar ?» La France a répondu non. La base a fermé à 17 h. Si la base est fermée à 17 h, cela signifie que 4 heures avant le crash, il n'y a aucun radar opérationnel et aucun avion n'a pu décoller. Mais cette version officielle va vite être démentie. Nous avons ensuite appris que des témoins très crédibles, le soir du drame, n'ont pas réussi à s'endormir parce qu'ils étaient dans un hôtel proche de la base militaire. Et ils n'ont pas pu dormir jusque très tard parce qu'il y avait de nombreux décollages et atterrissages sur la base qui étaient en fait actives. Nous avons localisé l'un de ces témoins clés. Ce n'est pas n'importe qui. Un général des carabiniers que nous retrouvons chez lui, à Gênes. Niccolò Bozzo est aujourd'hui retraité. Le soir du crash, il était en vacances à Solenzara parce que son frère aimait les avions militaires. Il passait son temps à les photographier. Et ce 27 juin 1980, jour du crash d'Ustica, a été un soir très particulier. Nous nous sommes couchés, puis ça a commencé. Un ouragan, un enfer. Des bruits très forts d'avions qui venaient et repartaient. Et au petit matin, encore pire, il y a eu un trafic énorme. Combien d'avions, vous pensez? Quelques dizaines, et même plus. 40 ou 50 avions. Le général Bozzo n'est pas seul à se rappeler cette nuit agitée.
Sa femme aussi a une mémoire précise des événements. Alors, ce bruit dans la nuit. Oui, le bruit. Il y avait des avions qui allaient et venaient. On était proche de l'aéroport. On s'est dit, c'est un mauvais hôtel, il va falloir changer, voilà. Mais finalement, ça n'était que cette nuit-là. Et ces témoins italiens ne sont pas les seuls à dynamiter la version officielle de Paris. En 2014, une vingtaine d'anciens militaires français de Solenzara ont reconnu devant la justice italienne que le soir du drame, la base était bien en activité. La France a donc menti à propos de sa base en Corse. De nombreux avions ont décollé ce soir-là et potentiellement, ils pouvaient abattre le DC-9 italien. Au fil du temps, la responsabilité française se précise. L'ancien président de la République italienne, qui dirigeait le gouvernement au moment d'Ustica, jette un pavé dans la mare. Et il pointe du doigt un porte-avions français en Méditerranée. Sa sortie télévisée en 2007 est un coup de tonnerre. C'était les Français qui ont fait décoller un chasseur du porte-avions Clemenceau. Un chasseur qui avait lancé un missile. L'année suivante, en 2008, Cossiga confirme ses accusations devant la justice italienne. D'après lui, les Français étaient informés que le colonel Kadhafi emprunterait un couloir aérien italien et il voulait abattre le leader libyen. Quand j'étais président de la République et Giuliano Amato président du Conseil, il m'a fait part d'une information transmise par l'amiral Martini, chef des services secrets. Un avion de la marine française avait décollé d'un porte-avions au large de la Corse du Sud. Il avait pour mission d'abattre un avion qui transportait le colonel Kadhafi. Pourtant, à cette époque, la France ne réagit pas à ces accusations. Si l'ancien président du Conseil, qui est en exercice au moment de la tragédie, le dit, c'est qu'il a des éléments importants pour le dire. Ça n'est pas un coup de folie. Il ne s'est pas dit d'un seul coup, tiens, je vais inventer une responsabilité française, on imagine. Cossiga dit avoir eu ces informations par les services italiens. Il faut dire que la France, à chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, n'a jamais répondu de façon juste. Et parfois, elle dit des mensonges. Donc, disons qu'il existe un soupçon sur la France pour ne pas avoir répondu aux questions des magistrats et que c'est un soupçon concret. Nous allons tenter de vérifier s'il y avait bien un porte-avions français en Méditerranée le jour de la tragédie d'Ustica. Depuis 35 ans, la France affirme que non. Les deux porte-avions de la Marine nationale, le Foch et le Clemenceau, auraient été en rade à Toulon ce 27 juin 1980. Sauf que nous avons la preuve que là encore, la France a menti. Il a fallu la chercher longtemps, appeler des anciens marins pour finir par trouver ce livre. Autorisé par l'armée, il relate l'épopée du Foch, car Francesco Cossiga a fait une confusion. Ce n'est pas le Clemenceau qui était en mer le 27 juin 1980, c'était le Foch. On signale même avec une précision toute militaire 11 000 appontages entre 1964 et le 27 juin 1980, justement le jour du drame d'Ustica. Une phrase qui démontre que ce jour-là, le porte-avions était bien en mer et que des avions ont décollé. Entre la base de Solenzara et le porte-avions Foch, la France a donc pu être à l'origine de l'attaque contre les MiG libyens cachés sous le DC-9. Mais la France a-t-elle abattu le DC-9 ? Un homme pourrait évidemment répondre, le président de la République de l'époque et chef des armées, Valéry Giscard d'Estaing. Mais nos demandes d'interview vont se heurter à un mur. Monsieur Giscard d'Estaing m'a chargé de vous remercier pour votre proposition, mais de vous dire qu'il regrettait de ne pouvoir vous donner une suite favorable.
La réponse est pourtant derrière ces murs, dans les archives militaires de l'armée, au château de Vincennes. Tout y est consigné sous le sceau du secret défense. Mais le ministère de la Défense a systématiquement ignoré toutes nos demandes pendant plus de 3 mois. Pourtant, l'Italie a envoyé 15 commissions rogatoires à la justice française, la plupart restées sans réponse. Face à cette omerta systématique, nous partons en Normandie, à la rencontre d'un ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. C'est lui qui est aux affaires quand l'ancien président de la République italienne accuse directement la France. Il n'avait pas réagi à l'époque, et d'ailleurs, il n'a pas l'air de s'en souvenir. Ustica, c'est un avion de ligne en 1980, un avion de ligne italien qui est abattu par un avion de chasse. On ne sait pas quel est l'avion de chasse qui l'a abattu. Et au moment où vous étiez ministre de la Défense, en 2007-2008, on a le président de la République italienne, qui s'appelle Francesco Cossiga, qui donne une interview télévisée. Ouais, je vous montre. C'était les Français qui ont fait décoller un chasseur du porte-avions Clemenceau. Un chasseur qui avait lancé un missile. Voilà. Et alors, il n'y a pas eu à ce moment-là de réponse officielle de la France. Écoutez, moi j'ai toujours levé tout ce qui m'a été demandé d'être levé. Donc en clair, je ne peux pas vous dire autre chose. S'il y a une procédure judiciaire en cours, j'imagine que le ministère de la Défense a dû être saisi. Écoutez, moi ça ne me dit rien. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc Ustica, vous, c'est pas une histoire... et quand le président de la République italienne parle à la télévision... Honnêtement, vous croyez que je suis en train de suivre ce que raconte le président de la République italienne, Cossiga, qui est un monsieur retraité? Est-ce qu'il y a un juge qui a demandé à lever le secret défense? Il y a eu plusieurs dizaines de commissions rogatoires pour demander des archives françaises, etc. Honnêtement, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Bon. Merci beaucoup. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Je viens de savoir. En 35 ans, les autorités françaises n'ont de toute façon jamais parlé d'Ustica. Sans doute parce que derrière le crash du DC-9 se cache une affaire d'État. Un projet secret d'assassinat de Kadhafi. Dans les années 70, le jeune dictateur libyen finance déjà le terrorisme grâce à ses immenses ressources pétrolières et avec le soutien du bloc soviétique. Pour l'Occident, c'est un épouvantail. À cette époque, Kadhafi était l'ennemi numéro 1 de l'Occident, comme plus tard Saddam Hussein ou Oussama Ben Laden. Et les États-Unis et la France avaient toutes les raisons de l'abattre et de donner une leçon à la Libye. En 1978, Kadhafi aggrave son cas en tentant d'annexer le Tchad, alors sous domination française. Paris y a des bases et des intérêts économiques. Ancien magistrat antiterroriste, Jean-Louis Bruguière, qui a enquêté sur la Libye, se souvient à quel point Paris détestait Kadhafi. En 1980, Kadhafi, c'est l'ennemi numéro 1 de la France. Il est l'ennemi numéro 1, il est l'ennemi pas numéro 1, mais un ennemi évidemment au Tchad, et il est surtout un élément, un pays qui soutient, normalement, qui est un point d'appui important. Et la stratégie de Kadhafi est une stratégie idéologique et politique de soutien résolu à l'ensemble des mouvements dits d'émancipation contre l'impérialisme occidental. Ça, c'est incontestable. Et à partir de là, il est initié un certain nombre d'opérations, de terrorisme, de manipulation de groupes terroristes donc en Afrique et d'actions militaires contre la France, oui. Donc on était dans cette période, si vous voulez, d'hypertension et de conflits à basse intensité où les deux grands blocs évitaient le dérapage qui pourrait être extrêmement dangereux pour la sécurité collective. Et hélas, ce sont des civils, comme toujours, qui en font les frais. Ça a été le cas au DC-10, du TA, bien sûr. Mais c'est le cas aussi pour Paname 103 aussi. Paname 103, voilà. À cette époque, Kadhafi n'a qu'un seul allié en Europe, l'Italie, l'ancienne puissance coloniale.
qui lui achète beaucoup de pétrole. Et en échange, les Italiens le laissent emprunter leur espace aérien, notamment pour aller acheter des armes dans les pays de l'Est, alors communistes. Un laxisme aérien qui exaspérait au plus haut point le patron des services secrets français, Alexandre de Maranche, comme nous le confirme l'ancien numéro 2 des services secrets italiens. Est-ce que Alexandre de Maranche avait exprimé de la colère vis-à-vis de vous à propos de ces couloirs aériens qu'empruntait Kadhafi? Alors, avec moi, de Maranche était plus que fâché. Il était enragé. Il était furieux contre les Italiens, à cause de toutes les facilités que nous pouvions accorder à Kadhafi. Donc les Français étaient furieux et ils vous l'ont dit clairement. C'est ce qu'ils nous ont dit lors d'une rencontre, le 9 janvier 1980, à la piscine, leur quartier général à Paris. Les Français se plaignaient de la couverture totale que les Italiens donnaient sur leur territoire aux agents libyens. L'espionnage français était donc furieux contre Kadhafi et l'Italie. 6 ans après Ustica, interviewé par Paris Match, le patron des services secrets français, Alexandre de Maranche, reconnaît qu'il souhaitait l'élimination du leader libyen. Dès 1976, j'ai conseillé aux Américains de liquider Kadhafi. Ils ont refusé. Quelques mois plus tard, invité sur le plateau d'Apostrophe, Alexandre de Maranche confirme que Kadhafi était bien dans le viseur de la France. Même la première fois que vous avez un micro peut-être sur vous, non? Vous avez, c'est à Jean Lartégui dans Paris Match, vous avez dit qu'un jour... C'était un jeune officiel. Oui, vous avez conseillé aux Américains aussi le meurtre de Kadhafi au moment où, au début, commençait à foutre la pagaille dans le monde. Bon, et les Américains n'ont pas voulu. J'ai lu avec plaisir l'article de Second Lartégui dans Paris Match. Il parle de 76. Alors... nous en avons parlé, n'est-ce pas? Nous avons examiné cette éventualité dès 70-71. Ouais. Mais les États-Unis ne se livraient plus à ce genre d'opération parce que, disait-il, la Seconde Guerre mondiale était terminée. Toujours dans Paris Match, de Maranche se vante de nombreuses opérations secrètes contre des ennemis politiques. Nous avons réglé 30 Greenpeace en 11 ans, sans vague. Greenpeace, c'est le dynamitage du Rainbow Warrior en 85 en Nouvelle-Zélande, un mort par accident et un immense scandale. Mais alors je me dis qu'il y a probablement des accidents qui ont réussi et à l'initiative desquels vous étiez. Alors je vais vous dire, cher mais vous ne direz pas les noms là. Non mais je vais vous dire tout de suite. On parle de ceux qui avaient été plus ou moins envisagés, oui. Mais jamais des autres. Bien sûr, oui, je sais bien. Vous l'avez fait ou pas? Bien sûr. Oui. Est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce qu'il vous a donné des... Oui, ça, là, je comprends, parce que là, j'aimerais bien savoir les noms des gens qui sont morts par hasard dans un accident d'avion ou de... Hein, des gens... Et enfin, il assume qu'il y ait parfois eu des dommages collatéraux. Je dis, et je dis encore maintenant, un peu avec honte peut-être, que le service de l'État, le service de la cause de la liberté, ça vaut un certain nombre d'accidents de parcours. Accidents de parcours, les 81 morts d'Ustica. De Maranche n'en dira pas plus et il décédera en 1995. Mais son ancien directeur de cabinet est vivant, Michel Roussin, qui a été ministre par la suite. Après de nombreuses demandes d'interview, il finit par nous laisser ce message. Oui, bonjour, monsieur Michel Roussin, à l'appareil. Vous avez cherché à me joindre là en me proposant d'intervenir sur un sujet très ancien. Moi, je ne me lance pas dans ce genre de débat qui remonte à des années. Tout ça est loin de ma préoccupation et donc je ne souhaite pas m'exprimer, répondre, etc., redémarrer dans des histoires d'un autre temps. 35 ans après, la douleur des familles italiennes
reste donc sans réponse française. Les hommes politiques se taisent, les anciens agents restent secrets. Tout au long de notre enquête, nous avons sollicité à de nombreuses reprises le ministre de la Défense actuel, Jean-Yves Le Drian, sans réponse, pour connaître la position officielle de la France. Les archives de la Défense sont secrètes pendant 60 ans, jusqu'en 2040 pour Ustica. La dernière solution qui s'ouvre à nous, c'est d'aller au point presse hebdomadaire du porte-parole. Bonjour à tous, bienvenue à cet avant-dernier point de presse de l'année. Le porte-parole est justement un ancien journaliste qui a été en poste en Italie. Il a entendu parler d'Ustica, mais il ne répondra pas non plus. Est-ce que c'est la France qui a tiré sur l'avion Itavia? Si je vous répondais, j'improviserais, je ne serais pas professionnel, d'accord? Je ne serais pas sérieux. Vous pouvez officiellement, malgré tout, répondre à cette question. Est-ce que... Et non, parce que je n'ai pas la réponse. Et moi, je n'improvise pas, je suis porte-parole, je n'improvise pas. Donc je ne vais pas dire « Ah, j'ai l'impression que... » Vous ne me ferez pas dire ce que je ne sais pas. Ce serait malhonnête de ma part. Donc je vous dis simplement, je découvre la question, j'en suis ravi. Si vous m'envoyez exactement la demande avec qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous voulez savoir, je vais enquêter, je vais demander, on va demander au service historique de la Défense. J'ai pas de problème là-dessus, j'ai pas de difficulté. D'accord. Pardonnez-moi, on m'attend. Je vous en prie. J'attends de vos nouvelles. Avec grand plaisir. Merci. Hélas, malgré ses promesses et des relances par mail, le porte-parole est ensuite resté aux abonnés absents. L'ouverture des archives secrètes françaises, c'est évidemment ce que souhaiteraient les familles de victimes. Pour que Francesco arrête de s'épuiser à ressasser cette nuit de l'été 1980, il faudrait une réponse claire au sommet de l'État français. Quand Renzi, le Premier ministre, rencontre Hollande, en marge des discussions, il pourrait demander « Écoutez, il y a une histoire qui dure en Italie depuis 35 ans. Pouvez-vous me donner un coup de main? Pouvez-vous me dire si vous savez quelque chose? Car vous savez probablement quelque chose. » Sauf miracle, les archives françaises ne seront ouvertes qu'en 2040 donc. Francesco aura 72 ans. Beaucoup parmi les familles de victimes du crash d'Ustica risquent de mourir sans avoir su par qui et pourquoi leurs proches ont été pulvérisés au-dessus de la Méditerranée un soir de juin 1900.